Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour un podcast qui aujourd'hui va traiter du sujet du drafting, de l'aspiration de manière générale en triathlon. Donc le terme de drafting, en fait, il va faire référence à, généralement à vélo, au fait de rouler en paquet. Donc en peloton, comme on peut le voir sur toutes les courses cyclistes et qu'on peut voir parfois sur certains formats de triathlon. On va voir pourquoi c'est interdit et pourquoi c'est autorisé et les intérêts de cette pratique lors de nos courses de triathlon. Alors le drafting comme on l'entend, donc oui je parlais de vélo, ça va être le fait de rouler en peloton. Donc pourquoi c'est autorisé en cyclisme? Pourquoi c'est autorisé dans certaines courses de triathlon et pas dans d'autres? En fait le drafting de base, le fait de rouler dans les roues, ça va permettre aux cyclistes qui sont derrière, parce que ça peut être à un ou plusieurs cyclistes, ceux qui sont derrière en fait ils vont produire moins d'efforts car ils vont avoir moins de contraintes liées au vent. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir quelqu'un qui abrite devant soit du vent, ça va permettre à ceux qui sont derrière et de manière croissante d'avoir moins d'impact de cette résistance face à eux, donc en fait d'être moins freinés lorsqu'ils avancent, et du coup pour produire une même vitesse, un même effort, ça va leur demander moins d'énergie que ceux qui seront devant eux. On va prendre un exemple concret. On est sur une ligne droite de 10 km et on est 10 cyclistes et on roule en file indienne. Le vent, il vient d'en face. Donc, le premier cycliste va produire un effort pour rouler à 40 à l'heure. Le deuxième cycliste va produire un effort pour rouler à 40 à l'heure qui sera moins important parce qu'il sera abrité par le premier cycliste. Le troisième cycliste, lui, est abrité par le premier et le deuxième, donc il va produire un effort encore moins important, et ainsi de suite jusqu'au dixième coureur qui, lui, va produire un effort 10 fois moins important, donc, car il est vraiment abrité par 9 personnes devant lui, et donc ça va lui permettre de s'économiser. Donc dans ce genre de cas, quand le drafting est autorisé, généralement c'est pas forcément une file indienne qu'on retrouve, mais bien deux files avec une qui monte et l'autre qui descend, où en fait les coureurs vont essayer de se relayer pour justement, entre guillemets, ne pas avoir un seul qui va produire tout l'effort pour les 9 autres, mais en fait là on va avoir chacun son tour, je passe devant pour maintenir donc la vitesse par exemple de 40 km/h, et grâce à ça, on produit un effort commun, on dépense tous un peu d'énergie, mais moins que si on était seul. Et donc c'est comme ça qu'on peut aller plus vite sur des triathlons où le drafting est autorisé. C'est l'effet peloton au Tour de France. Donc imaginez, là je donnais un exemple avec 10 personnes, imaginez quand on est un peloton de 150 sur une course cycliste, quand on est en plein milieu de ce peloton, on n'a vraiment aucune prise au vent. Donc vraiment, l'effort est considérablement plus facile que pour ceux qui sont devant, qui sont à l'avant du peloton. Maintenant, il faut savoir que le triathlon, il y a différents types d'épreuves. Il y a les épreuves avec ou sans drafting. Les épreuves avec drafting, ça va être les épreuves où on est sur un circuit court. Donc, par exemple, tout ce qui est Grand Prix, tout ce qui est course jeune, tout ce qui est course avec circuit urbain. Donc, quand on est sur des boucles, par exemple, pour faire un triathlon S, 5 boucles de 4 km en ville. Généralement, c'est un circuit qui est fermé à la circulation. Donc là, le drafting va être autorisé. Dans le cas contraire, si c'est par exemple une boucle de 20 ou deux boucles de 10, mais sur un circuit où la circulation n'est pas arrêtée, là, le drafting va être interdit. Donc, dans ce genre de cas, les cyclistes vont devoir être à plus de 12 mètres les uns des autres afin d'éviter justement ce phénomène d'aspiration. Évidemment, en cas de manquement à cette règle, les triathlètes s'exposent à des sanctions de pénalités temporelles, voire plus si les écarts sont répétés. Mais voilà, il faut toujours bien se renseigner, écouter les briefings de début de course, se renseigner sur le règlement de la course, parce que chaque organisateur est libre de décider ou non si le drafting est autorisé. Pour ce qui est des courses jeunes, on se retrouve souvent sur des circuits de 5 km à répéter entre 2 et 4 fois. Donc on aura tout le temps même le drafting autorisé. C'est très rare, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare que certains organisateurs n'autorisent pas le drafting sur les courses jeunes. Voilà pour ce qui est du drafting. On va quand même parler du phénomène d'aspiration pour la natation, parce que c'est effectivement quelque chose qui a son importance.
L'aspiration en natation, ça va s'appeler en fait prendre les pieds ou prendre la vague du nageur ou des nageurs qui sont devant nous. C'est qu'en fait, avec la projection du nageur devant moi dans l'eau, il va diminuer les résistances à l'avancement. C'est un peu comme un vélo avec le vent, sauf qu'en fait là, le nageur qui est devant moi va rendre l'eau entre guillemets plus molle et donc va me permettre à moi de me déplacer dans un milieu moins dense et donc moins dur, et donc de produire moins d'efforts pour le suivre. Donc en fait, le nageur précédent, ça va être son corps qui va du coup, entre guillemets, déformer l'eau en plus de ses battements. Et donc, grâce à ça, les nageurs qui seront derrière, et ça, bah, vous avez juste à faire l'expérience à l'entraînement, en fait, c'est de vous mettre dans les pieds de quelqu'un et d'essayer de le suivre. Par exemple, si vous faites un 50 mètres en une minute dans les pieds de quelqu'un, et à côté, vous essayez de reproduire ce 50 mètres en une minute tout seul, vous allez voir la différence d'effort produit. Ça, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus parce qu'en fait, en natation, en triathlon, le départ il est lancé, que ce soit en mass start ou en rolling start. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Vous avez le droit de suivre les pieds des gens, vous avez le droit de passer devant. Mais effectivement, dans des courses qui sont plus ou moins longues, c'est sûr que si on se retrouve dans des courses longues distances dans les pieds de quelqu'un, ça nous permet de nous économiser quand même grandement en natation. L'idée, c'est pas non plus de perdre du temps, mais ça va être par exemple si on a des gens qu'on connaît à l'entraînement, qu'on sait bons nageurs, voilà, ou qu'on a déjà vu sur des compétitions, on se dit tiens, bah, voilà, peut-être l'occasion de prendre ses pieds à lui, ça va me permettre de sortir bien de l'eau, je connais ses temps en natation, je sais qu'il sort en 30 minutes, et bah, ça va me permettre de sortir en 30 minutes avec lui en ayant produit un effort moindre, et donc de pouvoir amorcer le vélo et la course à pied derrière avec plus d'énergie. Il y a également un phénomène d'aspiration en course à pied, mais on va dire c'est quand même c'est quand même limité par rapport au vélo, c'est pas la même incidence. Il y en a un quand même, hein, qu'il soit sur la résistance à l'avancement ou même sur l'aspect psychologique, un peu c'est le côté des lièvres, c'est ce qu'on voit avec les lièvres sur certaines courses. Ça va être le côté aussi de poser le cerveau, se focaliser uniquement sur son effort et pas sur est-ce que je suis bien dans mes allures. Voilà. Mais dans l'idée, ce qui va vous faire gagner, enfin, là où l'aspiration va être vraiment bénéfique, ça sera en vélo et en course à pied. Voilà, c'est tout pour ce podcast.